Bienvenue dans un nouvel épisode long d'un dessin animé pour s'endormir. Ferme les yeux, laisse-toi doucement glisser et laisse-toi porter vers une journée d'été sans fin à Danville. Un endroit où deux frères débordants d'énergie se réveillent chaque matin avec la même question. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Mais derrière ce décor ensoleillé se cache un réseau complexe d'histoires, de théories, d'organisations secrètes, de relations et de traumatismes. Heinz Doofenshmirtz n'est pas né comme un scientifique maléfique. Au contraire, il est né dans une famille où il n'a jamais vraiment été désiré. Dès le premier jour, il a dû se battre pour obtenir l'amour et la reconnaissance que d'autres enfants recevaient naturellement. Heinz a grandi à Gimmelstump, auprès de parents qui auraient même préféré avoir un autre enfant. Quand la famille a acheté une poupée pour la traiter comme leur fils, et que lui-même a littéralement dû mener une vie de statue à côté de cette poupée, son premier traumatisme est né. Le sentiment d'être remplaçable. Il était déguisé en épouvantail. Il fêtait des anniversaires où il était le seul invité. Il est devenu la mascotte de l'usine de saucisses sans jamais l'avoir voulu. Chaque souvenir ajoutait une nouvelle couche à son armure émotionnelle. Quand on regarde Doofenshmirtz, il paraît souvent drôle, maladroit, presque attendrissant. Mais derrière cette façade se cachent des traumatismes très clairs. Le rejet constant de ses parents, une enfance sans attachement sécurisant, l'humiliation sociale à l'école et dans sa ville, et une comparaison permanente avec son frère Roger, bien plus réussi. Là où d'autres apprennent à faire confiance, Heinz a appris à se méfier. Là où d'autres reçoivent de l'amour, il a appris que l'amour est réservé aux autres. Un scientifique maléfique peut être ridicule. Il peut perdre. Il peut être confus. La méchanceté est devenue le refuge de Heinz. C'est ainsi qu'est né le docteur Heinz Doofenshmirtz, scientifique maléfique. Pas par cruauté, mais par un besoin douloureux d'avoir une identité que personne ne pourrait lui enlever. Doofenshmirtz a créé des centaines de machines, des Shrinkinators, des Freezinators et bien d'autres encore. Mais quand on les regarde dans leur ensemble, elles racontent une seule histoire continue et paisible, celle d'un homme qui essaie de reprendre le contrôle d'un monde qui ne lui en a jamais donné. Beaucoup de ces inventions ont le même objectif, le contrôle. Le Mind Control Inator, le Freezinator, le Control Area Inator. Toutes ces machines reflètent quoi? Son désir profond de tenir enfin les rênes. Il y a le Backstory Inator pour réécrire son passé. Le Balloon Deflate Inator, parce qu'un jour, il a été ignoré par un ballon. C'est presque thérapeutique. À chaque petite déception correspond une méga machine. Et puis il y a ces inventions tendres et inattendues, comme le Love Sense Inator ou le Self-Esteem Inator. Des machines qui ne détruisent pas, mais qui réparent. Elles montrent qu'au fond, Heinz est surtout un homme qui essaie de se réparer lui-même. Si on les place dans l'ordre, on voit ce schéma apparaître. Doofenshmirtz essaie de contrôler le monde. Il essaie de compter. Il essaie de digérer son passé. Il essaie de se rapprocher de sa fille, Vanessa. Toute sa carrière d'inventeur est en réalité un voyage à travers sa propre psyché. Ceci est une théorie de fan, pas un fait, mais elle est particulièrement intéressante. La théorie dit que Doofenshmirtz, sans même le savoir, est utile à l'organisation d'espionnage OWCA. OWCA a besoin d'une activité constante pour conserver son financement, entraîner ses agents et justifier son existence. Doofenshmirtz crée chaque jour des machines
provoque chaque jour un chaos inoffensif et devient ainsi une cible d'entraînement parfaite pour Perry. De plus, Doofenshmirtz est rarement vraiment dangereux. Il est juste assez dangereux pour être utile, mais jamais assez pour menacer le système. Selon cette théorie, Doofenshmirtz est un ennemi contrôlé, parfaitement calibré. Il est comme un mannequin d'entraînement, mais avec des émotions, une blouse de laboratoire et un accent mélodramatique. Encore une fois, ce n'est qu'une théorie, pas une confirmation officielle, mais elle correspond étonnamment bien à la dynamique entre Perry et Doofenshmirtz. On arrive maintenant à l'une des idées les plus apaisantes et fascinantes. La théorie selon laquelle tous les épisodes se déroulent durant une seule et même longue journée d'été. Cela semble logique, car tout recommence sans cesse. La logique des saisons ne change jamais. Et Phineas et Ferb construisent des centaines de méga-projets sans que l'été ne raccourcisse jamais. Toute la série donne l'impression que le temps n'est pas linéaire, mais circulaire. Comme si chaque jour était une réinitialisation, une nouvelle chance, une nouvelle création. Cette théorie du jour unique est vue par les fans comme une métaphore symbolique de l'enfance. Ce jour d'été qui, dans nos souvenirs, semblait durer une éternité. Perry mène une double vie totalement invisible pour la plupart des habitants de Danville. Il a été repéré très jeune par l'OWCA. Son calme permanent, son agilité et son intelligence remarquable faisaient de lui le candidat idéal. Il a été entraîné à l'acrobatie, aux opérations furtives et aux techniques d'espionnage avancées. Ce qui le rend unique, c'est qu'il est à la fois un animal de compagnie loyal et un agent d'élite. Chaque jour, Perry reçoit une nouvelle mission, généralement pour contrecarrer les plans de Doofenshmirtz. Mais au fond de lui, il a un faible pour Heinz, une forme de sympathie qu'on ne développe que lorsqu'on connaît toute l'histoire familiale de quelqu'un. Perry doit constamment jongler entre la tranquillité de la vie domestique et l'intensité de la vie d'agent secret. Il le fait sans un mot, sans se plaindre, et avec un chapeau qui a probablement vécu plus de choses que la plupart des gens. Candace Flynn commence son été avec un béguin plus grand que son propre niveau d'énergie. Et ça veut dire quelque chose. Chaque fois qu'elle voit Jeremy, elle se transforme en une version nerveuse et rieuse d'elle-même, terrifiée à l'idée de faire quelque chose de travers. Pourtant, Jeremy est exactement son opposé. Calme, gentil et absolument pas impressionné par son stress. Il semble l'aimer dès le début, pas malgré son agitation, mais précisément parce qu'elle est si sincère et vivante. Pendant que Candace doute constamment d'elle-même, Jeremy continue de voir qui elle est vraiment. C'est ainsi que se construit, lentement mais sûrement, une relation qui commence comme une amourette taquine et évolue vers quelque chose de doux et de stable. Ils apprennent à se connaître à travers de petits moments, des appels téléphoniques, des malentendus, et toutes ces fois où Jeremy lui rappelle simplement qu'elle est suffisante telle qu'elle est. Au fil de l'été, Candace commence à mieux s'accepter, parce que Jeremy, lui, ne l'abandonne jamais dans ses insécurités. Leur relation est le fil discret et chaleureux qui traverse toute la série. Un endroit calme, au milieu du chaos de Danville. Et pendant que Candace trouve peu à peu sa paix intérieure, Phineas et Ferb grandissent lentement pour devenir les adultes qu'ils seront un jour. Phineas, avec son enthousiasme sans limite et ses yeux toujours ouverts aux nouvelles possibilités, semble destiné à un avenir où il aidera le monde grâce à la créativité
et à l'innovation. Dans des interviews avec les créateurs, il est souvent suggéré qu'il deviendra plus tard ingénieur ou inventeur, quelqu'un qui transforme les rêves en réalité, exactement comme il le fait déjà enfant. Ferb, qui parle peu mais comprend tout, est souvent vu comme la force silencieuse derrière leurs projets de génie. Il a une façon de penser analytique qui l'emmènera probablement là où son talent technique pourra pleinement s'exprimer. Peut-être inventeur, peut-être ingénieur, peut-être quelque chose qui n'existe même pas encore. Dans les épisodes où l'on aperçoit des fragments de leur futur, leur lien reste inchangé. Phineas parle, Ferb construit. Et ensemble, ils forment un duo guidé, non pas par l'ego, mais par l'émerveillement. Dans ce même univers évolue Vanessa Doofenshmirtz, une adolescente dont le passé est parfois plus lourd qu'elle ne le laisse paraître. Elle grandit comme la fille d'un homme qui échoue sans cesse, mais qui essaie toujours de faire ce qui est juste. Heinz l'aime, c'est évident, mais son amour est maladroit, imprégné du chaos qui définit sa vie. Cela force Vanessa à devenir adulte très tôt. C'est souvent elle qui recadre son père, qui a parfois honte de ses expériences, et qui tente de mener une vie normale dans des circonstances qui ne le sont absolument pas. Son sarcasme est en réalité une armure. Il la protège des déceptions et de cette question permanente: est-ce que son père cessera un jour de trébucher? Pourtant, au fond d'elle, Vanessa est chaleureuse et profondément empathique. Elle est l'un des personnages les plus complexes de la série, parce qu'elle oscille constamment entre compréhension et frustration, amour et distance. Pendant ce temps, Phineas et Ferb continuent de construire. Et chaque projet devient un nouveau chapitre de leur évolution. Tout commence avec leur célèbre montagne russe faite maison. Une décision simple, mais brillante, le tout premier jour de l'été. Cette montagne russe marque le moment où ils ne se contentent plus de jouer, mais commencent réellement à créer. Ensuite, ils construisent une fusée vers la Lune, simplement parce qu'ils le peuvent. Plus tard, une machine à voyager dans le temps, prouvant que non seulement l'espace, mais aussi le temps, peut devenir un terrain de jeu. Leur créativité n'est pas infinie parce qu'ils sont intelligents, mais parce qu'ils n'ont jamais peur de rêver. Au final, ils créent des machines capables de transformer des villes entières, de façonner des écosystèmes, et même des machines qui construisent d'autres machines. Toutes ces inventions racontent l'histoire d'enfants qui refusent de croire que quelque chose est impossible. Pendant qu'ils construisent ailleurs, une organisation secrète agit dans l'ombre, l'agence d'espionnage animal dont Perry fait partie. Certaines théories suggèrent que cette organisation est liée à d'autres récits d'espionnage de Disney. Certains pensent que l'univers de Kim Possible n'est qu'une branche centrée sur les humains du même réseau international. D'autres voient qu'on a des liens avec de vieilles histoires de Mickey Mouse, où Mickey lui-même joue parfois le rôle d'un espion. L'idée que le monde de Perry et celui d'autres personnages Disney ne soient séparés que par un simple saut dimensionnel s'accorde étonnamment bien avec le ton de la série. Il existe même des fans qui pensent que Doofenshmirtz est involontairement la clé de nombreux crossovers, car ses inventions chaotiques franchissent parfois des frontières qui séparent normalement différents mondes. Et puis, un jour, l'été prend fin. L'été le plus long, le plus étrange et le plus merveilleux qui ait jamais existé atteint son dernier coucher de soleil. Ce dernier jour n'est pas rempli d'inventions spectaculaires,
mais de réflexion. Phinéas commence à comprendre que Perry n'a jamais été qu'un simple animal de compagnie, mais un ami qui les a protégés en permanence. Ferb prononce quelques mots rares, mais parfaitement choisis, qui révèlent à quel point leur trio est soudé. Candace réalise qu'elle n'a pas besoin de prouver qu'elle a raison. Elle trouve enfin la paix en comprenant que ses frères ne l'ont jamais exclue. Doofenshmirtz surprend tout le monde en accomplissant un geste qui n'est pas motivé par l'ego ou la frustration, mais par une attention sincère, surtout envers Vanessa. La fin de l'été ne ressemble pas à une perte, mais à une conclusion. Et même si les aventures s'arrêtent, les souvenirs demeurent, comme un écho chaleureux d'un temps où tout semblait possible. L'été à Danville dégage une forme d'intemporalité presque impossible à décrire. Pendant que Phinéas et Ferb construisent quelque chose de nouveau chaque jour, un autre récit, plus subtil, se déroule en parallèle, celui de Doofenshmirtz et Perry. Ce qui, de l'extérieur, ressemble à un combat constant entre un super agent et un méchant maladroit, est en réalité presque une amitié déguisée. Perry est le seul qui écoute vraiment Doofenshmirtz, le seul qui entend ses monologues jusqu'au bout, comprend ses frustrations et lui permet, d'une certaine manière, d'échouer sans que cela le brise. Doofenshmirtz, qui a perdu son enfance dans un brouillard de rejet, trouve en Perry quelqu'un qui ne le rejette jamais, même lorsque ses plans sont ridicules. C'est une relation qui n'était peut-être pas destinée à être chaleureuse, mais qui l'est pourtant. Justement parce que personne ne reconnaît jamais à voix haute à quel point ils comptent l'un pour l'autre. Cette dépendance mutuelle a donné naissance à une théorie populaire chez les fans. Doofenshmirtz aiderait en réalité l'OWCA depuis le début, sans que personne ne l'ait jamais voulu consciemment. Perry s'entraîne constamment grâce à lui. L'organisation bénéficie d'une activité continue. Et Doofenshmirtz reste toujours en vie, toujours juste assez inoffensif pour maintenir l'équilibre. Parfois, on a l'impression que tout l'univers autour de lui est construit pour lui permettre de remplir parfaitement son rôle. Il n'est jamais arrêté, jamais réellement emprisonné, jamais une menace durable. C'est comme si le monde lui murmurait doucement « Vas-y, Heinz, fais ton truc, on garde un œil dessus. » Et peut-être que c'est exactement ce dont il avait besoin. Un environnement où l'échec ne mène pas au rejet, mais à une nouvelle chance. La rencontre entre lui et Perry n'est donc pas seulement un conflit, mais une forme de thérapie, avec des caps, des inators et des chansons à thème. Pendant ce temps, Phinéas et Ferb continuent de créer de grands projets, mais ils réalisent de plus en plus que leur créativité n'existe pas seulement pour eux-mêmes. Ils impliquent les autres, donnent des rôles à leurs amis, leur permettent de découvrir ce dont ils sont capables. Buford découvre qu'il n'est pas seulement un intimidateur, mais aussi quelqu'un de loyal. Baljeet apprend que la perfection n'est pas nécessaire pour s'amuser. Isabella trouve en Phinéas quelqu'un qui l'inspire à penser plus grand que ce que permet le manuel des Fireside Girls. Les inventions de Phinéas et Ferb ne sont donc jamais de simples machines. Ce sont des espaces où chacun peut être qui il veut être, sans jugement. Et au cœur de tout cela naissent de petites intrigues, comme la façon dont Isabella regarde Phineas. Son amour est presque serein, une présence douce et constante, jamais envahissante, mais toujours perceptible. Elle sait qu'il ne le voit pas. Il sent qu'il lui manque quelque chose, sans pouvoir mettre de mots dessus. Et pourtant, elle reste là,
une ombre chaleureuse à ses côtés, quelqu'un qui le soutient sans jamais rien attendre en retour. Dans certaines lignes temporelles alternatives et dans des visions du futur, on voit qu'elle et Phinéas finissent par se rapprocher. Mais dans la série elle-même, leur lien reste surtout une promesse silencieuse, une graine qui n'a pas encore besoin de fleurir. Les journées à Danville continuent, comme si le soleil ne se couchait jamais. Pendant ce temps, Perry mène deux vies différentes, qui se croisent juste assez pour continuer à fonctionner. Le matin, quand il met son chapeau, il devient quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui se bat, qui se faufile, qui saute, qui interroge. Mais dès que la mission est terminée et que le chapeau disparaît, il rentre à la maison sur ses pattes feutrées et se blottit dans les bras d'une famille qu'il appelle simplement Perry. Sa plus grande force est peut-être son silence. Il n'a jamais besoin d'expliquer ce qu'il fait. Pendant ce temps, Vanessa Doofenshmirtz continue de grandir. Non pas comme quelqu'un prisonnier du monde de son père, mais comme quelqu'un qui cherche sa propre voie. Elle apprend que son identité n'est pas définie par ce que son père est, mais par ce qu'elle choisit d'être. Et pourtant, elle est fière quand, pour une fois, il fait réellement quelque chose de bien. Et cela vient rarement de ses plans scientifiques. Cela vient de ces moments où il devient soudain le père qu'il aurait pu être si son enfance avait été différente. Ces moments sont rares, mais quand ils arrivent, on voit dans les yeux de Vanessa la fille qui ose encore espérer. Peut-être que leurs plus beaux instants sont justement ces formes d'amour petites, maladroites, hésitantes. Doofenshmirtz qui essaie de lui offrir quelque chose. Vanessa qui essaie d'être reconnaissante. Tous les deux, sans vraiment savoir comment on fait, au juste, pour être une famille saine. Pendant ce temps, Perry veille. Il protège Danville, mais surtout, il s'assure que les choses ne dégénèrent jamais. Il sait qu'il est la clé entre deux mondes. Sans Perry, ces mondes se toucheraient trop. Avec Perry, tout reste en équilibre. Il est l'encre de l'histoire. Le gardien silencieux qui permet à tout de continuer à bouger sans jamais se placer au centre. Même lors du dernier jour d'été, quand tout converge et que les secrets sont sur le point d'être révélés, c'est Perry qui adoucit la transition, qui absorbe les émotions sans que personne ne s'en rende compte. Et ainsi, l'été s'écoule doucement. Une journée sans fin, faite d'aventures, d'échecs, d'amitié et de découvertes. Et même si les personnages savent que l'été finira un jour, ils se comportent comme s'il était éternel. Et peut-être que, dans leur monde, il l'est réellement. Car Phinéas et Ferb nous apprennent que l'enfance n'est pas quelque chose qu'on perd, mais quelque chose qu'on conserve à travers les souvenirs, les amitiés et la capacité de voir chaque jour comme nouveau. La journée d'été semble infinie, mais quelque chose dans l'air laisse deviner que tout se dirige lentement vers un point culminant. Pas un climax explosif, mais un glissement doux, presque mélancolique. Pendant que Phinéas et Ferb continuent de construire, leur environnement commence subtilement à changer. Les gens autour d'eux acquièrent une meilleure compréhension d'eux-mêmes, comme si la créativité des garçons ne façonnait pas seulement la ville physiquement, mais ouvrait aussi l'esprit de ses habitants. Et peut-être que c'est là la véritable force de leurs aventures. Pas les machines, mais ce que ces machines déclenchent. Candace, par exemple, qui a toujours été obsédée par l'idée de coincer ses frères, sent peu à peu cette obsession s'estomper. Elle ne s'en rend pas compte, mais chaque tentative ratée
la rapproche un peu plus de la vérité. Il n'a jamais vraiment été question de gagner. Il s'agissait d'être reconnu, d'être vu par sa mère, et d'avoir un contrôle sur un monde qui lui semblait parfois beaucoup trop grand. Mais la patience de Jérémie, l'amitié de Stacy, et même le chaos de ses frères, l'aident doucement à comprendre qu'elle n'a pas besoin de se battre pour être aimée. Elle l'est déjà depuis longtemps. Perry ressent aussi ce changement. Ses missions continuent, mais une certaine douceur entoure désormais ses confrontations avec Doofenshmirtz. Pas parce que Doofenshmirtz est moins maléfique qu'avant, mais parce que Perry comprend mieux ce qui se cache derrière chaque plan. Chaque nouvelle Inator transporte avec lui un fragment d'histoire, une frustration, un souvenir d'enfance, un moment d'insécurité transformé une fois de plus en machine. Perry sait que Doofenshmirtz n'est pas quelqu'un qu'il faut vaincre, mais quelqu'un qu'il faut accompagner. Son rôle n'a jamais été d'arrêter un méchant, mais de maintenir debout un homme qui, sans cela, tomberait. Et il le fait chaque jour avec patience et une forme silencieuse de compassion. Chez Ferb aussi, quelque chose change. Il reste l'inventeur discret, mais une force nouvelle se dégage de sa posture. Quelque chose qui suggère qu'il devient de plus en plus conscient de son avenir. Là où Phineas brille dans les rêves, Ferb brille dans la stabilité. Il porte une vision qui va bien au-delà des projets qu'ils construisent. Parfois, quand tout le monde est occupé, Ferb s'arrête un instant et regarde le ciel, comme s'il voyait déjà là où son chemin le mènera. Ses sentiments pour Vanessa forment un fil à part. Il sait que son calme est exactement ce dont elle a parfois besoin. Pas de mots, pas d'agitation, juste une présence. Ce n'est pas une passion envahissante, ni une histoire qui a besoin de grands gestes. C'est un lien doux, une reconnaissance silencieuse entre deux personnes qui cherchent encore leur place dans le monde. La ville de Danville elle-même commence à ressembler à un personnage. La façon dont la lumière tombe, la façon dont les gens se déplacent. Dans cette ville, un enfant peut construire une tour gigantesque sans que personne ne s'en étonne vraiment. Dans ce monde, le temps peut s'étirer, les journées peuvent sembler éternelles sans jamais devenir fatigantes. On a l'impression que Danville est une bulle protectrice, un endroit qui protège les enfants d'un passage trop rapide vers l'âge adulte. C'est peut-être pour cela que cet été semble si spécial. Un été qui n'a jamais eu vocation à être réaliste, mais à devenir un refuge sûr dans la mémoire de ceux qui le regardent. En arrière-plan, Doofenshmirtz réfléchit à sa vie, parfois consciemment, parfois par accident. Ses plans ratés le laissent souvent en train de rire, mais il y a des moments où il s'arrête et réalise qu'il ne veut pas vraiment faire le mal. Il veut avoir un sens. Il veut être reconnu. Il veut que quelqu'un lui dise qu'il compte. Et ironiquement, Perry est le seul qui le fait chaque jour, sans jamais prononcer un mot. Le rythme de leur confrontation est devenu pour Doofenshmirtz un point d'ancrage. La certitude que quelqu'un lui résiste, mais ne l'abandonne jamais, est exactement ce dont il avait besoin pour ne pas sombrer complètement dans le cynisme. Entre Jérémie et Candace, leur relation devient peu à peu plus adulte malgré leur jeune âge. Jérémie ne traite pas Candace comme quelqu'un de trop. Pas trop agité, pas trop chaotique, pas trop intense. Il la traite comme quelqu'un qui est exactement comme il faut. Et ça la transforme plus qu'elle ne le réalise. Peu à peu, elle commence à se voir à travers son regard, et cela l'apaise. Elle devient plus douce envers elle-même. Elle apprend qu'il n'est pas toujours nécessaire de se battre. Parfois,
on peut simplement être. Et puis, il y a tous ces personnages secondaires qui font partie de la grande histoire. Bal-Jeit, qui lutte contre son perfectionnisme, mais découvre que le plaisir n'est pas un ennemi. Buford, qui comprend que la vraie force ne réside pas dans l'intimidation. Isabella, qui grandit un peu plus à chaque regard, dans sa capacité à être patiente. Tout avance lentement, presque imperceptiblement, vers un point où l'adieu et la croissance se rencontrent. C'est ça, la magie d'un été sans fin. Il reste éternel, jusqu'au moment où il ne l'est plus. Et c'est précisément cet instant de transition qui rend le voyage si précieux. La journée d'été qui semblait ne jamais devoir s'achever commence doucement à ressembler à un souvenir qui se forme avant même d'être terminé. La chaleur est toujours présente dans l'air, mais elle est accompagnée d'une sorte de calme doux amer. Comme si tout le monde à Danville sentait inconsciemment que quelque chose est sur le point de changer. Les aventures restent grandes et pleines d'imagination, mais dans le regard des personnages apparaît une nouvelle profondeur, une compréhension silencieuse que rien ne peut rester éternellement identique, aussi fort qu'on le souhaite. Phinéas est sans doute le dernier à le remarquer, parce que son enthousiasme brûle toujours avec la même intensité. Mais même lui connaît des instants de pause. Par exemple, lorsqu'il voit Perry s'éclipser et se demande, pour la première fois, pourquoi son animal de compagnie est parfois absent. Ce sont de petits éclats de curiosité, de fines fissures dans son regard candide. Pas assez pour dévoiler un secret, mais suffisantes pour sentir que quelque chose existe au-delà de ce qu'il a toujours vu. Et pourtant, sa confiance dans le monde reste intacte. Tout ce qu'il fait, il le fait avec la conviction profonde que le monde est bon et que les gens sont naturellement créatifs et bienveillants. C'est peut-être là son plus beau cadeau à tous ceux qui l'entourent. Ferb, lui, ressent la transition plus tôt. Il a toujours eu une façon intuitive de lire les émotions, peut-être justement parce qu'il parle si peu et observe tant. Il perçoit les changements subtils dans l'atmosphère, la façon dont les gens se regardent, les légers ralentissements dans une voix, les silences qui s'installent sans que rien n'aille mal. Pour lui, c'est comme si l'été enveloppait doucement tout le monde dans une couverture, les préparant à un moment que personne ne peut vraiment exprimer. Construire, soutenir, être présent. Sa stabilité fait de lui un point d'ancrage, une ligne fixe dans un monde qui change lentement de forme. Pour Candace, le changement est plus intense. Elle a toujours tout ressenti plus fort que les autres. Tout son été repose sur la tension entre le contrôle et le chaos, entre prouver et lâcher prise. Mais maintenant, au terme de cette journée, elle comprend que le combat qu'elle menait n'a jamais vraiment été contre ses frères, mais contre ses propres insécurités. Dans les moments où elle cesse de courir et regarde simplement Phinéas et Ferb, elle voit deux garçons qui n'ont jamais cherché à lui nuire. Ils étaient simplement eux-mêmes, pleins d'imagination et d'énergie. Et peut-être que c'est là qu'elle commence réellement à devenir adulte, quand elle réalise qu'elle n'a pas besoin de gagner pour avoir de la valeur. Jérémie, qui l'a toujours regardé avec calme, devient alors encore plus important. Sa présence est si simple, si douce, qu'elle lui apprend lentement que l'amour n'a pas besoin d'être mérité en étant parfaite. Les personnages continuent de grandir, les souvenirs demeurent, et la chaleur de cette unique et longue journée reste suspendue,
comme une veilleuse qui ne s'éteint jamais complètement. Car au fond, Phinéas et Ferbe ne parlent pas d'invention, d'espion ou de méchant. Elles parlent de créativité, d'amitié, de famille, et de cette idée que même dans les moments les plus chaotiques, quelque chose de doux peut exister. Dans ce silence, on réalise quelque chose d'essentiel. Ce n'étaient pas les montagnes russes, ni les fusées, ni les machines à voyager dans le temps qui rendaient cet été spécial. C'étaient les moments entre les deux, les regards, la croissance, ces petites étincelles d'humanité dans un monde rempli de fantaisie, la manière dont même les événements les plus chaotiques finissaient par former une sorte d'harmonie, comme si tout et tout le monde se trouvait exactement au bon endroit, au bon moment. Peut-être que c'est pour cela que cet univers laisse une empreinte si profonde, parce qu'il nous rappelle ce que ça fait d'être jeune sans se presser, de croire que chaque jour est une nouvelle chance, de sentir que le monde est assez grand pour accueillir nos rêves, mais assez petit pour nous garder en sécurité. Et sache que, quelque part, dans un coin de ton imagination, ce jardin sans fin t'attend toujours. Dors bien et à l'été prochain.